Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors, bienvenue à ce cours, à notre rendez-vous hein, habituel. La dernière fois, je me suis déconnecté, j'ai eu un problème avec mon ordinateur et j'ai pas eu le temps de revenir. Donc, on m'a un peu briefé, on m'a dit que vous avez continué à débattre, à donner des, des histoires, à raconter des histoires. C'est très bien. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre le principe de de l'analyse descriptive ou diagnostique d'une donnée, d'une histoire autour de la data. C'est déjà très bien. C'est vraiment le plus important. Une fois qu'on comprend comment on emmène une analyse, c'est déjà très, très bien. J'avais un exercice à vous donner aussi à la fin, mais bon, puisque j'ai pas eu le temps, là, donc, je vais devoir faire une présentation, déjà revenir aussi sur l'exercice général, faire une présentation de ce que je devais vous présenter aujourd'hui, ce que vous devriez faire pour aujourd'hui. OK? Ce que vous devriez faire pour aujourd'hui. Donc, je vais faire cet exercice donc, de présentation, mais pour vendredi, ce sera à vous de faire cet exercice et avec des points plus enrichis. Parce que moi, je vais survoler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant aller chercher et enrichir le contenu que moi, je vais présenter. J'espère qu'on est bon. Y a-t-il déjà des questions? OK. Donc, pour revenir, je vais couper ma caméra, c'est mieux. Donc, pour revenir sur ce qu'on apprend depuis la semaine dernière, je vais résumer tout ça sur les compétences clés d'un data analyst. Donc, de la maîtrise technique à la communication stratégique. On va découvrir les compétences essentielles pour exceller dans l'analyse de données. J'espère juste qu'on m'écoute. Hein. Je veux juste me rassurer. Est-ce qu'on m'écoute bien? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, on vous entend très bien. OK. Donc, tout le blabla de la semaine dernière, on connaît déjà, il faut définir, il faut nettoyer, il faut explorer, il faut analyser, il faut détecter et tout le reste. Ça, c'est bien. Les compétences, la première compétence, c'est l'analyse de données. Donc, la première compétence même, c'est l'analyse de données. Par quoi elle commence? Ça commence par la définition. Ça, on est tous d'accord avec ça. La définition, c'est simplement, on va chercher à identifier un problème, à recueillir les exigences, donc collecter les besoins utilisateurs et toutes les contraintes. Ce qu'on va aussi faire, et c'est là où c'est très fort, c'est réussir à formuler des questions pour transformer le besoin en question de données. Parce que je vous ai dit la fois dernière que on ne fait l'analyse de données, c'est pas faire des fichiers Excel. Ça, on est déjà d'accord avec ça. C'est pas faire des fichiers Excel, c'est pas juste savoir faire des beaux graphiques. Non, non, non. Il y a tout un ensemble de compétences et de skills, donc de compétences techniques et des compétences non techniques à avoir pour se dire que je fais de l'analyse de données. Donc, c'est pas juste une affaire de Python, Excel, Power BI, c'est juste pas ça. Il y a tout un bagage de compétences qu'il faut avoir pour faire de l'analyse de données. Le premier, c'est de savoir déjà faire de l'analyse, donc à savoir définir. Je vais identifier un problème, je vais repérer les freins métiers sur une situation, je vais recueillir les exigences, je vais formuler des questions. Par exemple, sur la définition, ce que l'on va faire, c'est que on va transformer un problème business en question de données. Un exemple, euh, un exemple est boutique. Allô? Qui parle là? Merci de couper votre micro. Si vous voulez parler, vous levez la main, je vous donne la parole. N'hésitez pas à me couper, à me poser des questions si ce n'est pas bien compris. On est, on est en pédagogie active, très ouverte à tout le monde. Donc, le cas d'une boutique, une boutique, par exemple, nous contacte, le directeur dit,
OK, nous, on vend moins qu'avant, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est le directeur. Il vient, il vous dit, le directeur de la boutique, il dit, on vend moins qu'avant, Bonsoir, mais on ne monsieur. sait pas pourquoi. Je ne vous entends pas. Allô? Moi, on m'entend? Les autres, ils m'entendent? Oui, monsieur, je vous entends. Bon, je crois que Oui, c'est nous peut-être, vous c'est peut-être, entendons très bien. oui, oui, Martial, je crois que c'est peut-être à ton niveau. Martial, est-ce que tu m'entends mieux? À peine, à peine. À Je vous peine, entends hein? à peine. Ok, bon, je vais tenir mon micro devant ma bouche. Ok. Donc, je prenais l'exemple d'une boutique, d'un gérant de boutique. Là, je parle de la définition. Un gérant de boutique, il vient, il me dit, en tant que data analyst, il vient me voir, il dit, bon, moi, j'ai besoin d'aide. On constate, donc, qu'on vend moins qu'avant, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, votre job au niveau de la définition, ce sera de savoir poser des questions data, en termes de data. Est-ce que ce sont les ventes qui sont en baisse? Donc, les ventes ont-elles réellement baissé? Donc, ça, il faut vraiment le quantifier. Est-ce que c'est qu'il y a moins de fréquentation client? Donc, combien de clients par jour y a-t-il eu avant et maintenant? Un autre exemple, par exemple, je vais parler par exemple des prix. Est-ce que c'est une affaire des prix? Quels sont les produits qui se vendent moins? Je vais par exemple interroger la qualité des vendeurs. Y a-t-il une différence de vente, hein, selon les vendeurs? Donc, peut-être qu'il y a un vendeur qui est beaucoup moins performant que d'autres, qui est devenu moins performant que d'autres. Et donc, il va falloir chercher à analyser ça. Donc là, on vient me poser un problème, donc un problème. On vend moins qu'avant, mais après, il faut se poser des bonnes questions, des questions en termes de data. Donc, lorsque on finit de définir le plus souvent le problème, ce que l'on va faire, c'est de commencer à collecter de la donnée pour essayer de répondre à ces questions. Est-ce qu'on vend combien on va dire quoi? Les ventes ont-elles réellement baissé? Quels sont les produits qui sont le plus vendus? Est-ce qu'il y a un vendeur qui vend moins, qui vend moins que les autres, hein, sur une période bien définie? Donc, on va commencer à collecter de la data pour essayer de répondre à ces questions-là on a défini depuis le constat. Et ces données que l'on va collecter proviennent de quelque part. On peut avoir des sources totalement différentes, mais là, ça dépend du cas d'utilisation. Dans le cas, par exemple, d'une boutique, je suppose qu'ils ont un outil qui permet d'enregistrer des ventes de produits. À chaque fois, par exemple, souvent quand on arrive dans des boutiques, ils ont des espèces de caisses où ils enregistrent toutes leurs ventes. Voilà. Peut-être qu'ils ont un outil qui permet de compter les visites des clients. Donc, on va aller chercher la source des données. Il faut toujours chercher à identifier des sources de données. Ça peut être une base de données en interne. Ça peut être une API. Bon, API, le terme que vous allez aller chercher. Une API ou encore un service web. Un service web, donc ça peut être sur un site internet bien précis, en rapport toujours avec le contexte, bien sûr. Ça peut être des fichiers, des documents qui sont sauvegardés quelque part, des fichiers Excel, ça peut être des factures qui sont stockées quelque part. Ça peut être des données qu'on doit récupérer dans des plateformes de stockage en ligne. Donc, en fait, on doit chercher toujours des données. On doit collecter des données. Et les données, c'est selon des sources bien définies. Donc, il faut trouver la source des données. Et lorsqu'on a cette source de données-là, on met ça dans un tableau, on structure ça bien. Ce que l'on va faire pour la troisième étape, ce sera de nettoyer les données. Oui, parce que, en fait, lorsque l'on collecte des données, elles viennent de manière brute et parfois elles sont très erronées. Un cas très pratique, c'est souvent les doublons.
on va parfois avoir deux mêmes données, qui veut dire qui ont été enregistrées dans deux dates différentes, mais c'est la même donnée, c'est le même vendeur qui a eu à vendre le même téléphone, mais c'est enregistré deux fois au même client. Donc, on va commencer à regarder les sources de données. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Est-ce qu'il y a des incohérences? Donc, il faut harmoniser, par exemple, le format. À un moment, on écrit, par exemple, 300 000 au lieu d'écrire 300 000 francs CFA. Comment on recote la donnée? Est-ce qu'on met les dates? Est-ce on a mis des dates ou bien est-ce qu'on a mis on appelle ça des chaînes de caractères? Est-ce qu'on a écrit la date en brut, genre jeudi 21 novembre 2024, ou bien on a écrit 10, 12, 9, 2024? Donc, il faut unifier la data et après, il faut vérifier la conformité des données, surtout le typage de données. Le typage de données, par exemple, c'est de dire qu'est-ce qui est, par exemple, un chiffre, quelles sont les données de type chiffre, de type nombre, quelles sont les données de type date, quelles sont les données de type chaîne de caractères. Voilà. Donc, on va essayer d'harmoniser et de nettoyer ces données qui sont venues de manière brute. Je vais admettre. Donc, après l'étape, bien sûr, du nettoyage, on va maintenant faire ce que l'on appelle de l'analyse. Rappelez-vous, les quatre grandes questions, c'est vraiment à cette étape qu'on fait de l'analyse. On va dire donc ce qui s'est passé. Les ventes ont baissé de 20% en mars. Les iPhones se vendent moins. On va poser un diagnostic. Pourquoi? Les prix des iPhones, le prix de l'iPhone est passé de 320 000 à 350 000. On ne sait pas pourquoi, alors que le techno a largement diminué. Bon, là, on va poser des diagnostics, mais tout ça en fonction des données que l'on a collectées en amont. Vous voyez pourquoi, lundi, je disais que, enfin, même quand on pose le diagnostic, on se base sur des données. Quand on pose un constat, on veut voir ce qui s'est passé, ça se passe sur des données, ça ne vient pas au pif. Donc, on va faire une prédiction. Que va-t-il se passer si les prix restent les mêmes, les ventes vont continuer à chuter? Vous connaissez déjà tout le langage que l'on a depuis la semaine dernière, et jusqu'à ce qu'on va faire une prédiction. On va dire qu'est-ce qui va se faire si on continue comme ça. Voilà. Et la prédiction, c'est ouais, qu'est-ce qui va se faire. Et après, on fait une prescription. Donc, les recommandations concrètes basées sur les données. La dernière étape, ce sera de partager ces données. Oui, maintenant, on a ces données, il faut partager au gérant de cette entreprise qui est venu me voir pour faire de l'analyse de données. Il faut partager. Et dans le partage des données, on doit trouver plus ou moins aussi un format de partage de données. On va soit faire un tableau de bord, un tableau de bord bien structuré, visualiser avec des interactions, un suivi en temps réel avec des indicateurs de performance, des indicateurs clés de performance. On peut faire un rapport détaillé en fichier doc, un document structuré, bien structuré. On peut faire une présentation impactante. Hein. On peut faire du data storytelling. Donc, on construit un récit, on construit une histoire captivante avec des données pour persuader, informer et faciliter la prise de décision. OK? Donc, voilà la première compétence même d'un data analyst, c'est l'analyse, qui part de la définition d'un problème, la collecte, le nettoyage, l'analyse et le partage de l'information. Y a-t-il des questions jusque-là? Est-ce que je suis clair ou bien c'est très sombre? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une Oui. question également. OK, allons-y. Qu'est-ce qu'on entend par présentation impactante? Alors, c'est simplement faire une présentation. Une présentation, ça peut être un PowerPoint qui synthétise visuellement, pas avec énormément
on appelle ça comment, de texte, c'est souvent, très souvent, on va mettre des illustrations avec des graphiques clés, pas toutes les données, des graphiques clés qui racontent bien sûr toujours une histoire, toujours en partant du flot de l'analyse en question, qu'est-ce qui s'est passé et tout le reste. Et on met à l'intérieur, bien sûr, comme je dis, des données clés, quoi. On ne met pas toutes les données. Mais ça dépend. Est-ce que tu mets des données pour le décideur ou bien enfin, ça dépend hein, de ta cible à qui tu t'adresses, ou bien tu fais une présentation pour simplement des employés. Si c'est pour le décideur, bah, lui, à la fin, il doit savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc, il n'est pas là, non, tu vas pas raconter le passé on appelle ça comment, au décideur, quoi. Lui, il veut le concret, par exemple. Donc, une présentation impactante, c'est simplement une synthèse. Tu fais une synthèse générale de ça sur PowerPoint avec des graphiques, des schémas, voilà, bien illustrés, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a des compétences comme, voilà pourquoi on disait avoir les compétences numériques de base, savoir faire, utiliser Word, savoir utiliser PowerPoint, Sheet et tout le reste, quoi. Oui, il y avait une deuxième J'ai une question. question. C'est Oui, bon? oui. Oui. Est-ce que la demoiselle est satisfaite? Je peux poser ma question? Ouais, est-ce que la dame est satisfaite? La dame, autant pour moi, excusez-moi. Oui, monsieur. OK. Merci beaucoup. Bon, Hmm. bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. moi, ma question, elle a deux volets, c'était savoir si on peut considérer l'analyse des données comme un outil d'aide à la décision et est-ce qu'on également c'est un outil d'anticipation ou on est toujours dans la réaction? D'anticipation, il faut éviter d'être dans la réaction. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, c'est un outil, oui, donc c'est des compétences d'anticipation et d'aide à la décision. Mais éviter d'être dans juste la réaction, parce que plus tu as quelqu'un qui a des compétences en analyse de données dans ta boîte, bah, il sait prédire. Voilà, il sait prédire et il analyse en temps réel. Voilà pourquoi le plus souvent, ce qu'on fera, c'est qu'on aura des tableaux de bord qui visualisent des interactions et qui fait un suivi en temps réel de la situation, quoi, avec des badges, des tags, alertes. Vraiment, tu vois tout en temps réel et ça permet de prendre une décision très rapidement. Merci. Donc, on n'est pas sur. Évitons d'être sur la réaction. On peut vraiment anticiper, prédire bien avant qu'on ait vraiment le drame, quoi. L'objectif, c'est même d'éviter le drame ultime. Une autre question? Y a-t-il une autre question? OK. Donc, une autre compétence, donc ça, c'est la compétence en termes d'analyse, compréhension, vraiment, ça, c'est la compétence de base, l'analyse. Une autre compétence qu'il faudra avoir, c'est des compétences techniques, donc en mathématiques et en statistiques. Bien sûr, ici, c'est pas d'être un niveau, comme je dis, chercheur hein, en mathématiques, mais juste avoir une bonne compréhension hein, de ce qui est indispensable dans l'analyse de données. On manipule les données, ce qu'on a appris le plus souvent à l'école, c'est la statistique pour manipuler, pour analyser, interpréter les données. Donc, on aura des fondamentaux, bien sûr, en statistiques descriptives, la moyenne, la médiane, la variance. Quelqu'un connaît les termes là, ça vous dit quelque chose, j'espère. La moyenne, la médiane, les variances, les probabilités, les distributions, les tests, les corrélations, la régression linéaire simple. C'est des termes qui vous parlent ou bien c'est du charabia? Vous pouvez répondre dans le chat. Hein. Je ne vois plus le chat, je ne sais pas pourquoi. OK, je pense que c'est ici.
Personne ne répond? Souvenir, souvenir, vraiment. Ouais, souvenir. Martial Augmentin, merci beaucoup. Ça nous parle vaguement pour certains. En vrai, je crois que pour les personnes qui sont en activité, qui ont une activité professionnelle, c'est des trucs qu'on fait, mais dont on ne connaît pas forcément le terme technique. On vit ça au quotidien. Vraiment, on vit ça au quotidien. Je prends l'exemple de la moyenne pour juste illustrer. Vous allez, par exemple, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste dire des choses et vous allez aller chercher, quoi. Vous allez chercher pour vendredi prochain, venir avec quelque chose de concret. Je prends un exemple de la moyenne. La moyenne, c'est simplement pour dire, je prends l'exemple, le plus souvent, c'est les exemples de salle de classe. Voilà. La moyenne sert souvent à évaluer le niveau général. C'est ce qu'on dit, hein. Ça sert souvent à évaluer le niveau général. On a par exemple Pascal qui a 8, Marie qui a 14, Alain qui a 2, Sarah qui a 2, Sarah qui a 2, 1. Mais après, il y a un par exemple, qui a 20. Voilà, donc on va faire la somme de tout divisé par le nombre d'élèves et ça calcule la moyenne. Mais ce n'est pas très juste souvent. Parce qu'en vrai, lorsque je vais évaluer la moyenne générale d'une classe, si j'ai une personne qui a 20 et j'ai deux personnes qui ont, par exemple, 8 et 9, bah, la moyenne sera, donc ça va faire quoi? Si je dis 8 plus 8, ça fait 16 plus 20. 16 plus 20, 36. 36 divisé par 3, ça fait 13. Donc, la moyenne générale de cette classe, avec le gars qui a 20 et les deux autres qui ont la sous-moyenne, il y a 13. Ça, c'est pas très parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est là où la médiane est parfois intéressante. La médiane, c'est simplement, on va prendre la note qui est au milieu de tous. Donc, si on a 8, 9 et 20, on va prendre le 9. Voilà. Pour se faire simple. Par exemple, la variance, c'est pour simplement justifier tout ce qui se, voilà, les dispersions. Les dispersions entre, par exemple, les notes. Si on a, par exemple, des notes 8, 9, 10, 11 et 12, donc le niveau est très proche, donc il y a une faible variance. Mais si on a des trucs genre en 2, 5, 10, 18, 20, bah, il y a une forte variance entre les notes, quoi. Et il y a des modèles il y a des formules pour calculer ça. Exemple de régression. La régression, on utilise des données passées pour prévenir l'avenir. Voilà. C'est régression simple, bien sûr. Donc, ici, l'objectif n'est pas de devenir juste on va dire, des pros, ni encore des chercheurs en mathématiques statistiques. Non. Ici, c'est simplement d'avoir ces notions de base, là, la moyenne, la médiane, la variance, à quel moment il faut utiliser, par exemple, la médiane comme, comme valeur pour décrire des données. Des questions ici? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment de la mathématique hyper poussée, quoi. Et puis, avec les formules Excel, ça va très vite. On connaît déjà les formules, on met seulement et puis ça calcule, ça nous donne des choses. C'est juste de savoir à quel moment j'utilise, par exemple, ça et à quel moment j'utilise ça. Question? OK. Je n'ai pas envie de prêcher dans le vide, hein. C'est justement le genre d'exercice que je n'aime pas du tout. Moi, En fait, je ne sais pas si les gens suivent ou bien ils ne suivent pas ce que je suis Monsieur en train de dire. Mondigo, Oui, j'ai pas une question, mais j'ai plutôt une préoccupation. C'est de vas-y. savoir si nous aurons cette projection à nos dispositions pour l'exploiter et revoir après le cours, bien sûr. Oui, je vais le mettre sur l'assertif dans une leçon. Mais, je vous dis déjà, je vous ai donné ma méthodologie. Je vais d'abord vous laisser faire. D'accord. Vous partez d'abord chercher. Après, je vais mettre et vous allez prendre. Voilà, Ça c'est comme ça que marche. je fonctionne. Parce que si vous prenez juste,
Là, vous êtes en train de prendre quelque chose que moi, je suis allé chercher alors que je ne suis pas plus Euh, intelligent que vous. Vous voyez un peu. C'est, c'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que je suis plus intelligent que vous. Donc, ce que je crois, c'est que nous sommes tous intelligents. On va chercher cette information, ces données-là, et après, on vient, on se parle, on discute. Là, tu sens qu'on va faire une vraie conversation. Une conversation à sens unique, là, c'est pas très fun, quoi. merci. Euh, je- oui, merci. Oui, il y avait Rose Félicia qui avait une question. Non, monsieur, j'avais pas une question, mais je voulais, pendant que vous étiez en train de présenter le document, vous demander enfin, un éclaircissement. Mhm. Vous auriez un exercice tout à l'heure à rendre pour D'accord, pas de vendredi. souci. Non, un éclaircissement. Un éclaircissement, je disais. Ah, éclaircissement. Éclaircissement sur quoi? Pour revenir au début, vous avez Ah, insisté sur le, euh, comment ça s'appelle? L'origine des données, en fait. Et pendant que vous étiez en train de parler de ça, j'ai eu un exemple dans ma tête et j'aimerais savoir si il s'agit exactement de ça. ah oui, vas-y, vas-y. Vas-y, on t'écoute. D'accord? Par exemple, si on considère un établissement privé de la Mhm, place et qu'on veut enfin, un pourcentage de réussite sur les 2 années précédentes, donc mhm, on aura comme type de données le cloud dans lequel il stocke les résultats de ces 2 années-là, c'est ça? mhm. Et le plus souvent, ils D'accord. stockent ça où? Leur logiciel, c'est quoi qu'ils utilisent? Ah bah, je ne sais pas exactement. Ouais. Bon, enfin, je crois que pour les établissements gabonais, c'est XGEST, hein. Je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai mon fils qui est en Bénin. Eux, ils utilisent Pronote. Donc, ça peut Oui, peut-être Pronote. un exemple. Ouais, moi, j'ai appris avec Pronote, c'est super, hein. C'est un très, très, très bon outil. Mais XGEST, c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. En termes d'analyse, ça suit pas, quoi. Comme si les gars, ils ont juste fait quelque chose pour stocker de la data sans forcément donner des outils d'analyse, de décision et tout le reste. Je ne sais pas si ça aide au directeur de ces établissements, mais je sais qu'on stocke aussi les retards, les absences, mais est-ce qu'il y a des graphiques qui permettent d'anticiper, par exemple, de savoir que, je dis des bêtises, hein, que plus un élève, par exemple, a 8 absences par trimestre, bah, la moyenne générale de cet élève, des élèves avec 8 absences, 8 absences par trimestre sera, par exemple, de tel, de 12 ou bien de 11 ou bien de ça, tu vois. Et donc, il y a plein de trucs là. Je ne sais pas si ces directeurs utilisent, par exemple, les data là sérieusement pour faire de l'analyse de données, pour faire des prédictions, des suggestions d'amélioration. Un truc tout bête, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que deux professeurs, un professeur qui tient la classe A et un professeur qui tient la classe B, la classe A pour la même matière, la classe A a 11 et pour la même matière, l'autre classe a 16. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire la même matière, Oui, la même classe, mais le professeur est différent. Dans la classe 1, on a par exemple une sous-moyenne, la moyenne générale de la classe est à 8, et dans l'autre, la moyenne de la classe est à 16. Ah, bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. c'est, si vous me permettez, pour être dans le domaine de l'enseignement, ce sont des questions que nous nous posons au quotidien. On a eu ce genre Mm, de cas où on a deux enseignants qui donnent la même note. D'abord, la première question qu'on s'était posée, on avait un enseignant qui donnait un cours dans un module bien précis. On s'est rendu mhm, compte que les notes étaient catastrophiques. Dans l'ensemble des mhm, classes où il passait, on a fait passer un deuxième enseignant pour le même module. On s'est rendu compte que le résultat n'était pas le même. Donc, en conclusion, nous nous sommes rendus compte que l'enseignant devait se mettre en question, est-ce que c'est la méthode dans la transmission des savoirs et des connaissances qui n'est pas bien assimilée? Est-ce que cet enseignant a également fait l'andragogie ou la pédagogie? Est-ce que donc?
les résultats des étudiants nous ont permis de nous poser des questions sur pourquoi on avait des résultats qui n'étaient pas... Donc, effectivement, c'est pour vous rejoindre dans ce que vous êtes en train de dire. OK. OK, super. Donc, et ça, il faut de la data. Mais le plus souvent, moi, par exemple, je crois que euh, je voulais récupérer un bulletin, on appelle ça comment? Un bulletin de semestre. Ça fait aujourd'hui, on va dire, 5 ans. 5 ans. À l'IMPTIC, les gars m'ont clairement dit qu'ils ne peuvent pas le récupérer. Ils Bah peuvent là, pas. bon, 5 ans, ça veut dire que 5 ans, c'est 2000. Ouais. Non, Bon, moi, 5 ans, oui, c'est 2000. Ils bon, ne peuvent pas, ils ne peuvent pas retrouver des notes de 2000. oui, là, je vais prendre la parole parce que je suis à l'INPTIC. Et c'est Ouais, tout le chantier que nous avons trouvé. Effectivement, on a du mal à retrouver des données. Et je veux même vous surprendre, on peut remonter même jusqu'en 99, 98. Donc là, on est en train de mettre des systèmes en place. On a ce conçu sera, une application au niveau de la DEP. Donc, c'est pour régler tous ces soucis-là. ça, c'est très Et bien. je confirme ce que vous êtes en train de dire. OK. Donc, c'est vraiment ça. Donc, la donnée, il faut la stocker. Donc, c'est ce que je disais plus tôt. En vrai, il faut des outils pour collecter des données. Voilà, il y a plusieurs outils, hein. Ça, ce sera à vous d'aller chercher pour vendredi prochain. Ouais. Donc, la data sert à prendre des décisions, quoi. Mathématiques, OK, ça, c'est bon. Après, il y a des compétences autour des langages, des outils essentiels. Alors, SQL, par exemple, SQL, c'est un langage on va dire quoi? Un langage informatique qui permet de communiquer avec une base de données, des bases de données, manipuler des bases de données. Voilà. Vous allez faire des recherches, vous allez continuer, vous allez venir m'expliquer plus tard. Excel, que beaucoup ont déjà présenté ici comme un outil pour stocker des données, Excel et Sheet. Python, qui est un langage de programmation, et R. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de R une fois. Je crois que c'était Francky qui avait parlé de R comme langage. Alors, c'est des langages très poussés pour faire des calculs, vraiment, Python et R, des langages très poussés pour faire des statistiques, de la probabilité, du machine learning, des trucs comme ça, tout ce qui est IA, vraiment très poussé. Après, il y a tout ce qui est outils de visualisation, tableau de bord et tout le reste, les BI, Business Intelligence. Power BI, tableau de bord, Looker, Metabase pour la visualisation. Donc, est-ce qu'on comprend le scope, le tour des compétences à avoir pour faire de l'analyse de données? C'est très, très important de comprendre l'importance de la compétence. Donc là, ici, ce n'est pas une affaire de on va chercher de la connaissance, on doit être compétent on doit avoir des compétences clés pour faire de l'analyse de données. Donc, on identifie les compétences et on va travailler sur ces compétences-là. Identification, collecte, nettoyage, analyse, euh, partage, mathématiques, les langages et les outils. Voilà. Donc, l'autre compétence clé, c'est le dernier niveau donc, de l'analyse, là, le partage. C'est comment on visualise et on présente les données. Donc, je disais déjà dans le partage qu'on pouvait faire des tableaux de bord, des graphiques et du storytelling. En fait, c'est des compétences vraiment clés, hein. Savoir présenter les données, c'est vraiment une compétence clé, quoi. Soit dans un tableau de bord, on a les choix des graphiques adaptés aux données. Voilà, par exemple, pourquoi faire ce graphique-là avec des cerfs, pourquoi faire ça, pourquoi faire un bâton, pourquoi faire... Donc, il faut choisir le meilleur type de graphique pour bien visualiser les données. Et ça, vous allez chercher quels sont les différents types de graphiques qui existent, par exemple. Dites-moi, en termes de conseil d'orientation, qu'est-ce qui est conseillé au niveau des graphismes? C'est au feeling, c'est selon ce que on a l'habitude d'utiliser, ou bien il y a une recommandation pour que le décideur puisse comprendre rapidement ce dont il est question en regardant les graphismes. Reprends un peu la question.
selon vous, est-ce qu'il y a une recommandation ou bien c'est au feeling que nous allons choisir parmi tous les graphismes que nous aurons, si c'est en bâtonnet, si c'est en histogramme, si c'est en caramel, je sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez une recommandation à nous donner ou bien Bon, il y a pas un meilleur que l'autre en vrai. C'est en fonction de la circonstance. Si c'est par exemple pour comparer des valeurs entre, je veux dire quoi, entre plusieurs catégories, on va préférer prendre des graphiques en barre. Vous voyez, c'est plus facile à voir. Genre, par exemple, les élèves si je dis par exemple sixième, la quantité d'élèves entre la sixième A, sixième B, sixième C, je vais mettre des bâtonnets, tu vois, c'est plus facile à voir. Si par S'il vous plaît. exemple, Allô? Oui? Non, Si allez-y par exemple, d'abord. je vais dire quoi, et voir le temps, le temps. Là, je vais peut-être passer sur un graphique en ligne. Voilà. Je vais aller plus sur un graphique en ligne parce que là, je cherche à visualiser, par exemple, la data sur le temps. Enfin, enfin, cette question-là, il y a déjà des standards bien définis pour le choix du graphique en fonction de ce que tu cherches à présenter. Donc, c'est pas que tu vas venir réinventer la roue en disant, moi, je vais créer un graphique. Non, 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 il y a quand même des standards en fonction du graphique, en fonction des choses que tu cherches à présenter. Vaut mieux utiliser ce type de graphique que ce type de graphique. Donc, c'est en fonction du cas d'usage de ce que tu veux mettre en avant. Est-ce que S'il j'ai vous répondu plaît. à la question? Oui, oui, Oui. merci, monsieur. Je voudrais ajouter quelque chose, monsieur, s'il vous plaît. Mm. Je veux dire aussi que ça dépend du sujet qu'on traite. Et des fois, Mhm. il y a des thèmes il y a des graphiques qui sont plus expressifs ou bien qu'on peut utiliser pour mieux expliquer certains thèmes. Et il y a d'autres Mhm. où, voilà, ça ne passe pas très bien. Donc, tout Mhm. dépend du sujet traité, quoi. Mm. Mais en plus, ça se voit très vite, hein. L'histoire des graphiques, ça se voit très vite. Quand tu regardes un graphique, une fois tu as du mal à comprendre ce que ça illustre, c'est que là, tu as fait le mauvais choix. En fait, ça se voit directement. Et tu n'as Exactement. même pas besoin de beaucoup réfléchir, ça se voit. En fait, le graphique raconte quoi? Ça raconte aussi une histoire. Donc, ça se voit directement. C'est quoi le graphique qu'on utilise le plus souvent dans les histoires de bourse, là? Graphique, bourse. euh, Envoie mon écran. Oui, oui. Voilà. Vous voyez le genre là? Je ne sais pas comment on l'appelle. Ah oui, j'ai oublié aussi. C'est pas Barplot? Bar plot, hein? Bon, je Ouais, sais ouais, je pas. vois que c'est bar plot. Attends, je demande c'est quoi le nom? Monsieur, je crois que c'est le graphique en chandelier. Je pense bien chandelier. Ils appellent ça comment? Ouais, chandelier, voilà. Japonais. C'est pas l'histogramme, ça. Euh, Donc voilà, il va falloir qu'on connaisse par cœur les noms des graphiques. Mais moi, j'utilise des standards à chaque fois, hein. Je ne vais pas me chercher, je ne vais pas me casser la tête, quoi. Mais souvent, quand on veut être beaucoup plus, voilà, plus diligent, plus pertinent, bah, les gars vont te sortir des trucs assez complexes, quoi. Surtout pour bien déterminer. Donc ça permet de bien déterminer les tendances. C'est vraiment... ils appellent ça le plus souvent un graphique Forex. Monsieur, c'est le graphique en chandelier. Oh, mais moi, je vois là sur Google Forex. Monsieur, c'est l'actif qui est, on va dire que c'est le marché sur lequel ils sont, qu'ils appellent le forex. Sinon, tous les actifs, on peut vérifier Ah, ok, leur d'accord. baisse. Ah, c'est le marché. Là, c'est le marché. Donc, comment lire un graphique Forex? Ok, ça, c'est le marché. OK. Donc, il y en appelle ça le chandelier. Oui, monsieur, c'est le graphique en chandelier. Donc, je tape graphique
en chandelier. C'est japonais, ouais, super. Merci. Donc, tu vois, j'apprends avec vous en même temps. Merci, les gars. J'étais où? Ici. J'ai plus de connexion. On m'écoute là, toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, oui, Ok. nous entendons. Ok, super. Donc, les graphiques, il va falloir aussi qu'on sache exactement quel est le type de graphique qu'il faut utiliser pour faire X, pour présenter telle donnée ou telle donnée. Après, on a tout ce qui est en rapport avec les compétences métiers, donc, et de prise de décision. Donc, c'est bien sûr comprendre le contexte business, traduire un problème en métier question data, c'est ce que je disais plus tôt, définir les indicateurs pertinents, interpréter les résultats avec justesse, formuler des recommandations concrètes et mesurer l'impact des décisions. Oui, ça, c'est vraiment important. Oui, on a pris une décision, mais il faudrait réussir à suivre même l'impact de la décision qui a été prise en fonction de X analyse. Donc, on ne s'arrête pas juste, on termine, on prend une décision, mais après, il faut mettre on appelle ça comment, des indicateurs qui permettent de suivre l'impact de cette décision-là. Mais, Euh, monsieur, j'ai une interrogation. oui. Ah, ça m'amène à vous poser une question avec le slide précédent que vous avez présenté. Et là, je vais revenir Mhm. au début de la leçon du jour sur l'analyse descriptive. Est-ce qu'il y a des Mhm. outils que l'on utilise pour ne pas passer à côté de son analyse? Je vais prendre un exemple, par exemple, de l'outil qu'on appelle la Betacom dans l'analyse fonctionnelle externe. J'ai Voilà. j'ai pas bien compris la question. La question, c'est par rapport au stade que vous venez de présenter, je vais Mhm. repartir au début de la leçon, lorsque vous nous avez présenté les compétences que doit avoir un bon analyste. Et Mhm. là, je suis au niveau de l'analyse descriptive. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, là où il faut, Mhm. comme un état de lieu. Est-ce qu'il y a un outil qu'on utilise pour ne pas passer à côté de cette description? Et là, je fais un parallèle avec l'outil qu'on appelle, par exemple, la Betacom, quand on est dans l'expression du besoin, avec la méthode de l'analyse externe. Oui, mais bon, enfin, pour moi, hein, après, je ne sais pas trop si je serai dans la réponse. C'est- Pour moi, pour moi, ça passe toujours par une meilleure compréhension du besoin, de la définition du problème. Si tu as réussi à bien identifier le problème et à bien identifier les questions, normalement, tu ne devrais pas passer à côté de l'analyse descriptive. La vraie étape de l'analyse descriptive, c'est déjà de résumer d'abord ce qu'on cherche à faire, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est quoi, et d'aller chercher les données qui confortent, par exemple, qui permettent de répondre aux questions que vous êtes posées dans la définition avant. Alors, je ne sais pas si ça répond réellement à ta question, mais je pense pour moi, on ne passe pas à côté, pour ne pas passer à côté de l'analyse descriptive, bah, il faut bien il faut bien définir le besoin ici. D'accord, S'il vous plaît, d'accord, monsieur. merci. Il y a S'il vous quelqu'un qui plaît. a la parole? Oui. Est-ce que, il n'est pas important aussi d'avoir de bonnes données pour avoir une bonne analyse? C'est ça.
Ouais. Donc, on doit avoir, il y a des fois, on a un jeu de données. Le jeu de données n'est pas tellement clair ou n'est pas tellement, voilà. Donc, il faut nettoyer, il faut bien Mhm. visualiser pour pouvoir, voilà, avoir des trucs corrects, quoi. Mhm. C'est ce que je dis hein, depuis le début. La définition. La définition, c'est souvent quel est le problème que l'on cherche à résoudre. Je vais essayer d'aller avec des exemples pour que tout le monde comprenne bien. Je prends un exemple. Un établissement privé à Libreville constate que beaucoup d'élèves euh, abandonnent en cours d'année. Voilà. Ça, c'est par exemple un directeur d'établissement qui est venu me voir. Il me dit, ah, moi, par exemple, dans mon établissement, je constate que les élèves abandonnent en cours d'année. C'est son problème. Maintenant, à partir de son problème, il faut poser des questions data. Il faut réussir à transformer son problème en question de data. Donc, et là, c'est juste une affaire on appelle ça de compétences, et c'est ce que je dis plus haut sur les compétences métiers ici. Sur les compétences métiers, c'est que les compétences métiers, ici, compréhension du métier, il faut comprendre le contexte business. Comprendre le contexte business, traduire un problème métier en question data. Il y a sans doute plein d'outils, forcément pour analyser un problème, mais pour moi, le véritable, quel que soit l'outil que tu vas utiliser, il faut toujours réussir à transformer le tout en question data. Beaucoup d'élèves abandonnent. Combien d'élèves quittent chaque mois? On ne sait même pas pourquoi ils quittent. Donc, s'ils quittent, on doit demander pourquoi, quelle est la cause des abandons. Quelles sont les classes où il y a plus d'abandons, par exemple? Est-ce que quand on regarde ces classes-là, il y a un professeur qui est lié à ça? Est-ce que c'est une affaire de prix? Est-ce que c'est une affaire d'un pays? Donc, en fait, je ne sais pas comment dire ou bien comment l'expliquer, mais ça passe par se poser des bonnes questions, quoi. Réussir à se poser des bonnes questions data, des questions data. Et en fonction de ces questions data que vous avez posées au départ dans la définition, bah, il va maintenant falloir rechercher à collecter ces questions data. Donc, aller rechercher de la data pour répondre à ces questions data. Et dans votre collecte en question, bah, vous allez avoir des données parfois erronées. Donc, il va falloir nettoyer ces données-là. Et après avoir nettoyé les données, une fois on a nos données sont propres, clean, bien structurées, là maintenant on passe à l'analyse de la situation. On va faire une analyse descriptive, on va poser un diagnostic, on va faire une prédiction, on va faire une prescription. En fait, c'est la même chose que je suis en train de redire, hein, mais il faut que ça rentre vraiment pour tout le monde, surtout au niveau des steps et de pourquoi on fait de l'analyse de données et à quoi ça sert réellement et comment on le fait. Il y avait quelqu'un qui avait la main levée. Il y avait quelqu'un qui avait la main levée. OK. Donc, je vais continuer. Donc, on a les compétences en termes d'analytique. Donc, esprit critique, la synthèse, le raisonnement logique, c'est très, très important. Donc, il faut faire attention aux détails, il faut être curieux intellectuellement. Parce qu'en en fait, en tant que data analyst, tu n'es pas figé dans un domaine, donc dans un domaine bien précis. Tu vas travailler dans presque tous les domaines. La data, le domaine de la banque, des établissements, même aller sur un site pétrolier. Vraiment, tu es partout en vrai. Tu es dans tous les secteurs d'activité. Et donc, il faut être curieux, il faut avoir un raisonnement logique. Toujours se dire que dit la data. C'est la question que j'ai posée à Francky tout à l'heure quand je recherchais l'établissement pour faire le permis de conduire. La data dit quoi sur eux?
quel est le taux d'échec sur eux. Voilà. Toujours avoir la data. Ça sert à prendre des décisions. Donc, il faut avoir des compétences de communication, donc savoir vulgariser techniquement, présentation orale, rédaction de rapports, collaboration avec des métiers, avec les autres métiers, et avec le manager ou avec un dirigeant. Un dirigeant d'entreprise ne cherche pas l'information comme un employé le chercherait. Après, on a tout ce qui est compétences data moderne, donc tout ce qui est data engineering, big data, machine learning, le versionning et la qualité. Donc tout ça, c'est maintenant pour aller plus loin en vrai. Mais sinon, on s'arrête sur le plus important, c'est l'analyse de données. Alors, quelqu'un aurait, donc ça ici, quelle est pour vous la différence entre un data analyst, un data scientist et un data engineer? Donc, vous êtes venu sur la formation data analyst, je suis sûr que vous avez déjà fait des veilles. Y a-t-il pour vous une différence entre les trois? Quelqu'un peut prendre la parole? Je vais me jeter. Oui. Alors, bon, pour le data analyst, je pense que lui, il travaille essentiellement sur les données. Donc, il va faire une sorte de collecte, il va rechercher la data, la collecter, la traiter, et puis euh, la comprendre, la synthétiser et remettre au décideur. En fait, je suis en train de comparer, et là, vous allez me dire si je me trompe. Je suis veilleur de formation. Mon cœur de métier, c'est la veille. Donc, je compare ça un peu au data analyst, puisque nous, notre cœur de métier, c'est de chercher l'info. Donc, Super. on a des outils qu'on utilise, comme KV Crawl, par exemple. Donc, ça veut dire que je compare le veilleur un peu au data analyst. La différence, c'est qu'eux, ils travaillent sur des données et peut-être bien précises. Le veilleur travaille sur des ensembles d'informations. Et alors que le data science, j'ai l'impression que lui, au vu de ce que vous venez de nous expliquer, c'est une combinaison de plusieurs disciplines parce que j'ai vu qu'il y a de la statistique, il faut avoir un peu de compétences en développement puisqu'il y a du SQL. Donc, on combine l'ensemble de ces connaissances pour comprendre des problèmes liés à la donnée. Maintenant, le data Mm. engineering, je pense que c'est un beaucoup plus poussé avec des machine learning, donc un peu qui va beaucoup plus, si je me je sais que avec des systèmes d'information et puis peut-être de l'IA. Mhm. Là, chaud comme ça, c'est comme ça que je perçois ça. Merci. OK. OK. Quelqu'un veut enrichir? Oui, je vais m'essayer. Oui. Je dirais que je commence par le data engineer. L'ingénieur de données, c'est celui qui met en place euh, les, le système ou bien la base de données et dont on a besoin dont le data analyst a besoin pour pouvoir travailler. Dès que le data engineer met tout cela en place, la base de données et les sheets et tout ça, le data analyst, lui, il prend ces données-là et il les interprète et il essaie de faire parler les données, en quelque sorte. Après son analyse, il essaie de faire parler les données. Mais le data scientist, lui, c'est celui qui s'occupe des différents systèmes de machine learning qui met en place euh, différents systèmes de machine learning, le scoring, et voilà, c'est-à-dire lui, je crois que lui, il intervient à la fin pour, voilà, essayer de voir Mm. ce qui manque. Je crois que Oh, c'est, selon bien, moi, c'est bien. ça. Ouais, ouais. En tout cas, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Quelqu'un a une autre approche? Quelqu'un a une autre définition des trois différences?
C'est très bien, hein, monsieur. C'était qui? C'était Daryl. Daryl. OK. OK. Donc, j'ai l'impression que les autres sont venus au mythe et ils sont pas là. OK. Donc, il y a vraiment une différence entre les trois. Souvent, le scope est dans des vraies boîtes, hein. On ne va jamais te demander, en tant que data analyst, d'être data scientist. Voilà. Donc, il y a un qui cherche à comprendre le passé et le présent pour à la fin faire des prédictions, faire des subjections et aider la prise de décision. Il va analyser le comportement et tout le reste. Il va créer, principalement, il va être focus sur la génération des tableaux de bord, des rapports, des recommandations business. Un exemple, analyse des impayés, les suivis des ventes dans un système ERP, dans un logiciel de gestion d'entreprise, par exemple. Il sera principalement sur des outils comme les langages d'informatique SQL pour la lecture et la manipulation des bases de données. Et il va utiliser beaucoup Excel, il va utiliser du Power BI, il va utiliser Python. Voilà. Et lui, ici, vraiment, il cherche à comprendre le passé, le présent, en vue de prédire, enfin, d'essayer de donner des prédictions, hein, sur un business bien précis. Le data scientist, il va plus loin que simplement comprendre le passé et le présent. Lui, il va réussir à automatiser, donc créer des modèles qui vont faire de la prédiction seuls. Et en fait, ces modèles vont réussir à faire de la prédiction d'elles-mêmes. Ça va donner du scoring, ça va faire de l'expérimentation. Donc là, il va créer ce qu'on appelle des outils de machine learning. Il va faire des statistiques avancées avec des langages très forts et très poussés comme Python et R. Donc lui, en vrai, c'est pas trop Power BI et tout, analyse, couche. Non, non, non. Lui, on dit, OK, crée-nous un modèle qui va nous permettre de savoir, par exemple, que si on continue, si par exemple les ventes vont suivre par exemple, cette lancée, on va atteindre tel objectif financier et fait-nous un système qui permet de prédire tout ça. Vraiment, lui, il est dans la prédiction, l'automatisation et l'optimisation. Alors que l'autre, il est simplement dans l'analyse et la compréhension. Alors, le data engineering, puisqu'il va falloir manipuler des données, il faut les stocker quelque part, ces données-là, il faut les structurer dans un cloud, dans un serveur et tout le reste. Alors, lui, son rôle, c'est de construire l'infrastructure même de la data. Comment on va stocker cette donnée-là? Quels sont les serveurs? Quel est le langage optimisé que l'on va utiliser? Voilà. Donc, lui, il est dans l'infra. Vraiment, c'est vraiment au niveau de l'infra, tout ce qui est physique. Excusez-moi, Monsieur Monzéo. Donc, si je comprends, le data engineering n'utilise pas les infras que ce qu'on utilise au quotidien comme des bases de données. On construit d'autres infras. Quelle est la différence Non, non, si. C'est justement son job, en fait. Si, par exemple, aujourd'hui, vous voulez dire, OK, bon, je prends l'exemple de l'IMPETIC, hein. L'IMPETIC veut maintenant, selon l'analyse de données qui a été faite, que, bon, vos données ne sont pas bien structurées ou bien ne sont pas stockées correctement. Donc, les élèves ont du mal à retrouver leurs anciennes notes, et tout le reste. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire donc tout un espace donc, de sauvegarde de données, donc tout ce qui est infrastructure de sauvegarde de données. Quel est par exemple le meilleur SGBD à utiliser, donc système de gestion de base de données? Est-ce qu'on part sur du SQL? Est-ce qu'on part sur du NoSQL? Est-ce qu'on part sur de MySQL ou bien du Postgre en fonction de l'analyse qui a été faite en amont? Il va décider, par exemple, OK, on prend telle base de données. OK, maintenant, cette base de données-là, comment on la partage, comment on la structure, où est-ce qu'on la stocke,
OK, on va la stocker, par exemple, sur un cloud, sur un AWS, ou bien sur ça. Elle sera accessible via VPS, ou bien, vous voyez un peu. En fait, il va réfléchir à toute l'infra en question, hein, l'infrastructure même de la data. D'accord. J'ai cru que c'était un nouveau métier, en fait. C'est comme si Oui, c'était c'est expliqué un comme nouveau ça. métier. Bon, C'est très puissant, oui, hein, c'est un autre. On néglige souvent ça, mais quand tu as une data engineer sur ton projet, bah, tu as la sécurité totale, quoi. Il te fait des automatisations, par exemple, de malades. Voilà. Je crois que c'est lui qui a le plus d'accord. gros taf, hein. Ah, Voilà. pardon? C'est lui qui a le D'accord, plus gros taf, je me dis. C'est d'accord. lui qui est le plus. Qui a le plus gros travail parce que Oui, si la oui, base oui, est oui. ratée, Oui, oui, effectivement. Ouais. Mais après, je ne sais pas qui a le plus gros travail. Je ne sais pas. Mais enfin, pour moi, les trois ont un gros travail. Enfin, c'est analyser, comprendre les couches business, métier, c'est pas aussi simple parce que là, ici, lui, le data analyst permet à une entreprise de ne pas perdre de l'argent. Si tu demandes à un directeur d'entreprise qu'est-ce qui est le plus important pour lui, il va dire, ah, moi, je préfère ne pas perdre de l'argent, hein. Donc, tu vois que, je ne sais pas. Mais pour moi, les trois sont très puissants. C'est juste qu'il faut savoir à quel moment j'ai besoin d'un ingénieur en data, d'un data scientist ou bien d'un data analyst. Mais il faut dire quand même que c'est fort. Même déjà, data scientist, c'est très, très fort. Là, on part sur des mathématiques vraiment très poussées, hein. Ah. Mais ça dépend de là où on veut se positionner. Alors, en résumé de tout ça, notre objectif est de transformer les données en décisions. Donc, un data analyst n'est pas là juste pour, n'est pas juste là pour faire des graphiques. C'est quelqu'un qui va aider, hein, à partir des données à prendre des meilleures décisions. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. C'est un gros résumé de ce que on a abordé la semaine dernière et avec un plus sur les compétences à avoir pour être un data analyst. Y a-t-il des questions? Je crois qu'on a largement dépassé le temps. Il est 19h20. S'il n'y a pas de questions, je vais vite donner l'exercice à faire pour vendredi. Bonsoir, monsieur. Moi, Bonsoir. j'ai juste une préoccupation, c'est concernant les rediffusions des cours. J'ai regardé Oui. sur la plateforme classique, il n'y a pas de rediffusion des cours de lundi. YouTube, pareillement. Ah bon? OK, Donc, je vais demander à Monsieur Pascal alors. d'accord. C'était ça ma OK, préoccupation. d'accord, ça marche. OK, donc pour vendredi, on va rester sur cette compétence-là, qui est très, très importante, celle-là. Je pense que pour l'analyse, on a eu à faire l'exercice plusieurs fois, c'est déjà bien, mais on va venir sur cette compétence. Tout ce qui est statistique et mathématique. La première chose pour vendredi, c'est qu'on va venir avec tous avec une présentation de ce que c'est qu'une moyenne avec un exemple de moyenne, médiane, variance, corrélation et régression linéaire. À quel moment, quelle est la différence, par exemple, vous allez créer donc une histoire pour marquer la différence entre une moyenne, une médiane et une variance. Et une histoire qui va parler de corrélation et de régression linéaire. Est-ce qu'on est bon? S'il vous plaît, monsieur. Donc, deux histoires. Vous Non, pouvez sur la même reprendre, s'il vous histoire, plaît. il faudrait que vous réussissiez à mettre en évidence.
Ça peut être une histoire qui n'est pas vraie, mais il faut que les données soient, on disait quoi, cohérentes. Et l'histoire soit aussi bien emmenée. OK? Donc, sur votre histoire que vous allez mener, il faudrait que je retrouve à l'intérieur de la moyenne, des médians, des variances, en fait, pour bien illustrer la différence entre la moyenne, la médiane et la variance. Donc, à vous le challenge. Donc, vendredi prochain, on est sur une histoire qui va parler de tout ce qui est autour de la statistique mathématique. Moyenne, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous partez, vous cherchez. Voilà. D'abord, il faut connaître la différence entre la moyenne, la médiane et la variance. C'est quoi une corrélation? C'est quoi une régression linéaire? Et lorsque on connaît ça, je vais maintenant construire une histoire autour de toutes ces données-là. Donc, il faudrait que autour de ton histoire, moi, même si ce n'est pas forcément hyper pertinent, mais moi, j'ai envie de comprendre comment tu fais dans ton histoire pour parler de la moyenne, pour parler du médian, pour parler de la variance, comment tu interprètes X choses. C'est bon? Bien. Sur ce, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est dans le chat. Hein. L'idée ici est de construire. Donc, on connaît déjà comment on construit nos histoires, n'est-ce pas? Autour. Construire une histoire autour de la data. Cette histoire doit contenir des éléments statistiques, des éléments statistiques comme la moyenne, la médiane, la variance, la corrélation et la régression linéaire. Ça peut ne pas tout avoir, hein, mais il faut qu'il y ait au moins 3 à 4 éléments à l'intérieur, s'il vous plaît. L'idée est de comprendre la différence entre tout ça et comment on les interprète. OK? L'objectif, comprendre la différence entre les éléments. Voilà. J'ai résumé ça dans le chat. Vous pouvez déjà copier, coller. Et on se dit à vendredi. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée. Et à vendredi. Merci, monsieur, et à vendredi.